Bonjour et bienvenue dans cette première séance du cours de fiscalité. C'est un cours à distance, fiscalité d'entreprise. Cette première séance, nous allons la consacrer à une présentation synthétique de l'impôt sur les sociétés, l'IS, qui est l'un des impôts, si vous voulez, qui occupe une place important dans le système fiscal marocain, puisqu'il constitue avec l'IR et la TVA les impôts synthétiques du système fiscal marocain. Je pense que la première question à laquelle on doit répondre dans ce chapitre concernant l'IS, c'est quelles sont les personnes concernées par l'IS, ou bien quelles sont, on va dire, personnes, les personnes imposables. Hein. Il est très important d'abord, avant de rentrer dans les techniques de calcul, il est très important quand même de préciser ou bien de faire des précisions sur les personnes imposables, les personnes concernées par l'IS. Alors, d'une manière très très résumée, on peut dire que l'IS, il concerne d'abord les sociétés, d'accord, les sociétés de capitaux et les sociétés à responsabilité limitée. Donc, les sociétés de capitaux et les sociétés à responsabilité limitée sont soumises à l'IS de plein droit. Ça veut dire que quand on a la forme d'une société anonyme, par exemple, et la forme d'une société à responsabilité limitée, alors là, automatiquement, les résultats sont soumis à l'IS. Parce qu'il faut rappeler ici qu'au Maroc, nous avons deux impôts sur les résultats. Hein, donc, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise, société de personnes, société de capitaux, entreprise individuelle. Donc, globalement, nous avons deux principaux impôts sur le résultat. Nous avons l'IR, l'impôt sur le revenu, et l'IS, l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les revenus professionnels qui concerne les résultats des entreprises individuelles et les résultats des sociétés de personnes qui n'ont pas opté pour l'IS. Et de l'autre côté, nous avons l'IS qui porte sur le reste. Donc, on peut dire que quand on a la forme d'une société de capitaux ou la forme d'une société à responsabilité limitée, alors automatiquement, les résultats sont soumis à l'IS. Mais on peut également trouver les sociétés de personnes, sauf que les sociétés de personnes sont soumises à l'IS sur option. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que si une société de personnes, bien sûr, qui ne comprend que des personnes physiques parmi les associés, n'a pas formulé l'option pour l'IS, en principe, ces résultats sont soumis à l'IR. Donc, quand on crée une société en nom collectif, ou bien une société en commande simple, ou bien une société de participation, et tous les associés sont des personnes physiques, en principe, ici, l'impôt qui va, je dirais, euh, frapper les résultats de la société, c'est l'impôt sur le revenu professionnel. Mais rien n'empêche ces sociétés de personnes de formuler l'option pour passer au système de l'IS. Donc, les sociétés de personnes peuvent être soumises à l'IS sur option, et on peut aussi ajouter le cas des établissements publics. Hein, les établissements publics, en fait, la loi, il parle des établissements publics et autres personnes morales. Hein, et autres personnes morales. Euh, Quand on dit les autres personnes morales, ben, il peut s'agir par exemple des associations. Hein. Donc une association peut être soumise à l'IS si son activité est à caractère lucratif, bien évidemment. Donc les établissements publics, les autres personnes morales, je dirais, ayant, si vous voulez, donc ayant, je dirais, une activité lucrative. Hein, une activité lucrative. Ce qui veut dire que si on est en présence d'un établissement public à caractère non lucratif, bien sûr, il ne sera pas concerné par l'IS. Donc, je prends le cas d'un arrondissement de police, un tribunal, une école publique primaire. En principe, dans tous ces cas-là, on n'est pas concerné par l'impôt parce que l'activité n'est pas lucrative. Mais quand je prends
l'exemple d'un établissement public dont l'activité permet de générer des bénéfices, tels que, par exemple, l'Office national d'électricité, qui est un établissement public, ou bien l'ONCF, l'Office national des chemins de fer, etc. Donc là, bien sûr, l'activité est lucrative, donc en principe, l'établissement il est concerné par l'IS. Bien. Alors, je ne veux pas également vous donner le détail des exonérations. Vous avez tout ça, si vous voulez, dans le polycopie que j'ai mis à votre disposition. Euh, et je préfère donc directement passer à la deuxième question concernant la base imposable de l'IS. Je crois que c'est l'un des points les plus importants de ce chapitre-là, à savoir la détermination de la base imposable de l'IS. Comment détermine-t-on la base imposable de l'IS? Alors je dis que c'est un point qui est très très important parce que finalement, le montant de l'impôt, comment est-ce qu'il est obtenu? Le montant de l'IS, il est tout simplement obtenu, montant donc de l'IS, il est tout simplement obtenu en multipliant la base imposable par le taux. Hein, multiplié par le taux. Alors, les taux, ils sont connus, hein, donc les taux de l'IS sont connus, donc soit de 10%, de 20%, de 31%, donc selon les résultats. Et donc, l'essentiel du travail qu'il faut faire correctement, c'est la détermination de cette base imposable. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est vraiment un point qui est extrêmement important dans ce chapitre-là. Alors, donc, je vais essayer de résumer. Alors, en résumé, donc, la base imposable de l'IS, elle est constituée par ce qu'on appelle le résultat, hein, par ce qu'on appelle le résultat fiscal. La base imposable de l'IS, elle est égale au résultat fiscal. Alors maintenant, que signifie cette notion de résultat fiscal? Alors le résultat fiscal, bon, jusqu'à maintenant, je suppose que dans les cours de comptabilité que vous avez suivis donc, en première année de licence, le résultat dont on parle très souvent en comptabilité, c'est le résultat comptable. Et donc le résultat comptable, il est constitué donc de la somme de tous les produits de l'exercice, moins la somme de toutes les charges de l'exercice. Mais par contre, quand on parle de résultat fiscal, là, on parle, si vous voulez, exclusivement du total, si vous voulez, des produits imposables. Donc, je peux me permettre de l'écrire comme ça. Résultat fiscal, c'est le total des produits imposables moins le total des charges déductibles. Alors, produits imposables, charges déductibles, qu'est-ce que cela signifie? Alors, je vais donc revenir pour dire que le résultat comptable, c'est le total des produits, hein, donc c'est le total des produits de l'exercice, moins le total des charges de l'exercice. Hein, total des charges. Donc, total des produits, moins total des charges. Et je rappelle encore une fois que la notion de produit, c'est une notion comptable. Quand on dit un produit, c'est toute opération source d'enrichissement pour l'entreprise. Par exemple, les ventes de marchandises, les ventes de produits finis, les ventes de services, ce sont des produits. Les subventions reçues, ce sont des produits. Les dons reçus, ce sont des produits. Les intérêts perçus sur un dépôt à terme, c'est un produit. Les gains de change, ce sont des produits. D'accord? Donc, on utilise le mot produit dans le sens comptable du terme. Et de la même façon, quand on parle des charges, on fait allusion ici à l'ensemble des opérations qui sont source d'appauvrissement pour l'entreprise. Donc, l'achat de marchandises, l'achat de matières et de fournitures, le paiement de loyer, le paiement de salaire, tout ça, c'est des exemples de charges. Donc, je disais que au niveau du résultat comptable, on prend tous les produits et on retranche toutes les charges. Et ça nous donne donc un résultat comptable. Alors, on peut se permettre aussi de dire que
ce résultat comptable, il se compose, et donc là, je vais commencer à distinguer dans les produits entre deux catégories, à savoir les produits qui sont imposables, donc les produits, si vous voulez, qui sont soumis à l'impôt, et les produits qui ne sont pas imposables, les produits non imposables. On voit bien que la distinction dans les produits va se faire désormais entre produits imposables, produits non imposables. Produits imposables, c'est des produits sur lesquels il va falloir payer l'impôt. Les produits non imposables, c'est des produits non soumis à l'impôt. On peut se permettre de les qualifier aussi de produits exonérés d'impôt. Et de l'autre côté, dans les charges, on distingue là aussi deux catégories, à savoir les charges qui sont déductibles et les charges qui ne sont pas déductibles. D'accord? Charge déductible, charge non déductible. Alors, que veut dire charge déductible? C'est-à-dire une charge qu'on peut déduire. Une charge qu'on a le droit de déduire pour déterminer le résultat imposable ou pour déterminer le résultat fiscal. Je crois que vous n'êtes pas sans savoir que bon, un chef d'entreprise X va chercher à déduire le maximum de charges pour pouvoir, si vous voulez, optimiser le paiement de l'impôt et donc pour pouvoir, disons, euh, réduire le bénéfice imposable et donc pour pouvoir payer un impôt qui est raisonnable. Sauf que pour pouvoir déduire une charge, justement, il faut remplir un certain nombre de conditions. Il faut que la charge remplisse un certain nombre de conditions pour qu'elle soit déductible. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle de charge déductible. Donc, c'est une charge qui remplit toutes les conditions de déductibilité. Par exemple, c'est une charge qui est justifiée par une pièce de justificative, c'est une charge qui est liée à l'activité, d'accord? Par contre, une charge, par exemple, pour laquelle on n'a pas de facture, est une charge qui n'est pas déductible. Ou bien une charge qui n'a aucune relation avec l'activité de l'entreprise, c'est une charge qui n'est pas déductible. Donc, bref, à ce niveau-là, nous devons distinguer entre produits imposables, produits non imposables, entre charges déductibles et charges non déductibles. Alors, je reviens à la première égalité que j'ai citée ici. J'ai dit que le résultat fiscal, dans le résultat fiscal, on ne prend que les produits imposables et on ne retranche que les charges déductibles. Mais je dirais, il n'est pas possible d'avoir le résultat fiscal directement de cette façon-là, parce que le système comptable de l'entreprise ne va pas donner des produits qui sont filtrés ou bien des charges qui sont filtrées, de telle sorte donc d'avoir des produits qui sont imposables, qui sont isolés dans un coin, des produits non imposables qui sont dans un autre coin, ou bien des charges déductibles dans un côté et des charges non déductibles de l'autre côté. Non, non, on est obligé, en quelque sorte, de déterminer le résultat fiscal à partir du résultat comptable. Donc, nous sommes obligés donc, d'avoir comme point de départ, quand on est en train de chercher le résultat fiscal, on est obligé d'avoir comme point de départ le résultat comptable, mais qu'il faut corriger. Alors, dans le résultat fiscal, il ne faut avoir que les produits imposables et les charges déductibles, alors que le résultat comptable, lui, il comprend et les produits imposables et les produits non imposables, et les charges déductibles et les charges non déductibles. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? On doit se débarrasser des produits non imposables et on doit se débarrasser des charges non déductibles pour avoir le résultat fiscal. Maintenant, pour se débarrasser des produits non imposables qui sont déjà ajoutés, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les prendre avec le signe inverse. Je vais retrancher, si vous voulez, le montant des produits non imposables. Donc, je vais retrancher le montant des produits non imposables. Et de la même manière, pour me débarrasser des charges non déductibles, je vais essayer de les neutraliser, je vais essayer donc d'annuler leur effet, parce que ces charges non déductibles, ils ont déjà été retranchées dans ce résultat-là. Donc, pour annuler leur effet sur ce résultat, je dois bien sûr les ajouter, prendre avec le signe inverse, je dois donc les ajouter, et donc je vais mettre plus les charges non déductibles. Et donc, ainsi, j'aurai déterminé mon résultat fiscal. Donc, ça va être égal au résultat, voilà, donc au résultat comptable, moins les produits non imposables, plus les charges non déductibles. Et donc,
C'est cette égalité-là qui va nous permettre tout le temps de déterminer le résultat fiscal ou bien de passer du résultat comptable au résultat fiscal. Parce que l'essentiel, si vous voulez, dans ce point-là concernant la base imposable, c'est d'assurer correctement le passage du résultat comptable au résultat fiscal. Sauf que dans le jargon fiscal, on parle de réintégration et de déduction. Donc, c'est la raison pour laquelle je peux également me permettre d'écrire que le résultat fiscal, ça peut également s'écrire, c'est résultat comptable, hein, résultat comptable, moins les déductions, d'accord, moins les déductions, plus les réintégrations, d'accord, moins les déductions, plus les réintégrations. Et donc, je peux également me permettre de décrire également de cette façon-là, un résultat fiscal. Donc, ces résultats comptables, moins les réintégrations. Alors, les réintégrations, c'est quoi? Moins les déductions, pardon, moins les déductions. Les déductions, c'est quoi? Donc, les déductions, ça renvoie aux produits non imposables. Hein? Donc, très souvent, les déductions, ça concerne les produits non imposables. Et les réintégrations, ça concerne quoi? Plus, ça concerne donc les charges non déductibles. Et donc voilà, on a maintenant la formule de détermination du résultat fiscal. Donc on va dire désormais, résultat fiscal, c'est quoi? C'est résultat comptable moins produit non imposable, ou bien moins les déductions, plus les charges non déductibles, encore une fois, plus les réintégrations. Donc maintenant, tout le travail à accomplir, c'est de pouvoir bien faire le tri dans les produits pour distinguer les produits imposables des produits non imposables. Donc, il faut être capable de distinguer tout le temps entre produits imposables, produits non imposables. Quand on dit par exemple les ventes, euh, fiscalement parlant, la question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que les ventes sont imposables ou non imposables? Quand on dit les subventions reçues, on doit répondre à la même question. Est-ce que les subventions reçues sont imposables ou non imposables? Et ainsi de suite. Donc, pour les produits, la question va être toujours est-ce que c'est imposable ou non? Et ça, c'est très important. Il faut faire attention quand on est en train d'analyser. Il ne faut pas commettre l'erreur de dire un produit déductible ou bien non déductible. Ça n'a aucun sens. Il faut toujours, pour les produits, il faut toujours raisonner en termes, je dirais, d'imposition. Est-ce que tel ou tel produit est imposable ou non? Donc toujours, comme je viens de le dire, les produits doivent être analysés pour pouvoir distinguer ceux qui sont imposables et ceux qui ne sont pas imposables. Et pour les charges, l'analyse doit nous permettre de distinguer entre celles qui sont déductibles et celles qui ne sont pas déductibles. Donc encore une fois, dire qu'une charge est imposable ou bien qu'une charge n'est pas imposable, ça n'a aucun sens. C'est inacceptable tout simplement. Donc on peut tout simplement dire que pour les charges, il faut toujours répondre à la question est-ce que c'est déductible ou non déductible. Bien. Alors mettons un petit mot, donc un petit paragraphe, donc à l'analyse fiscale des produits. Hein, l'analyse fiscale des produits. Donc, comme je viens de le dire, pour les produits, faut toujours répondre à la question est-ce que tel ou tel produit est imposable ou non. Alors là, comme je suis en train de résumer, je ne vais pas reprendre les produits en détail un après l'autre, mais je peux quand même vous dire que d'une manière générale, hein, d'une manière générale, euh, on peut dire que la quasi-majorité, hein, la quasi-majorité des produits, hein, la quasi-majorité des produits reste imposable. D'accord? Donc la quasi-majorité des produits reste imposable. Et donc on peut dire que la règle générale, je dirais, la règle générale veut que les produits soient imposables et l'exception, c'est qu'il y a des produits qui ne sont pas imposables. Voilà, donc c'est ça le principe que l'on peut remarquer en faisant l'analyse détaillée des produits. Vous allez facilement vous rendre compte que l'essentiel des produits est imposable et il y a quelques exceptions, il y a quelques cas particuliers où certains produits ne sont pas imposables. Donc c'est la raison pour laquelle
je vais me contenter ici de vous rappeler les principaux produits non imposables. D'accord? Les principaux produits non imposables, parce que, comme je viens de dire, généralement, les produits de manière générale, ils sont imposables. Alors, quels sont les principaux produits non imposables? Alors là, sans prétention d'exhaustivité, je peux vous citer d'abord les ventes de produits. Ils sont donc les ventes de marchandises ou de produits. Ils ne sont pas imposables lorsqu'ils ne sont pas encore livrés. D'accord? Donc les ventes de produits ou de marchandises qui ne sont pas encore livrés à la fin de l'exercice, en principe, ils ne sont pas imposables parce que le critère de rattachement des ventes à un exercice, c'est la livraison. Et donc, toujours pour les ventes, il faut suivre la livraison. Est-ce que les produits vendus, est-ce que les marchandises vendues ont déjà été livrées à la fin de l'exercice ou pas? S'ils sont déjà livrés, donc c'est bon, ils sont imposables. Mais s'ils ne sont pas encore livrés, en principe, on va attendre l'exercice de livraison pour qu'ils deviennent imposables. Donc, les ventes de produits ou de marchandises qui ne sont pas encore livrés ne sont pas imposables. Deuxièmement, on peut citer aussi les dividendes. C'est aussi un autre exemple de produits non imposables. Donc, les dividendes et autres produits de participation. Hein, les dividendes et autres produits de participation. Également, ils ne sont pas imposables. Euh, Disons, on dit que les dividendes et les autres produits de participation, ils donnent droit à un abattement de 100% entre les mains de la société bénéficiaire soumise à l'IS. Alors pourquoi les dividendes ne sont-ils pas imposables? Tout simplement pour éviter la double imposition, parce qu'il faut rappeler ici que les dividendes, c'est ce qu'on reçoit de la part d'une entreprise ou de la part d'une société au sein de laquelle on détient des participations. Et il faut rappeler aussi que ces dividendes, c'est quoi? C'est une fraction du résultat qui a déjà été imposée entre les mains de la société distributrice. Donc, si la société A va distribuer les dividendes à la société B, il faut savoir que la société A, avant de distribuer ses dividendes, il doit déjà payer l'impôt, il doit déjà payer l'IS. Il paye l'IS sur ses résultats et ce n'est que le net qui peut être partiellement distribué aux différents actionnaires. Et parmi ces actionnaires, on peut trouver une société B qui va bien sûr bénéficier de ces dividendes. Alors maintenant, quand ces dividendes vont arriver chez la société B, on ne va pas les imposer une deuxième fois, donc on va les considérer comme des produits entre guillemets exonérés, mais en fait, dans la réalité ici, c'est juste une façon de ne pas les imposer une deuxième fois, puisqu'ils ont déjà été imposés entre les mains de la société distributrice. Alors, qu'est-ce que je peux également ajouter? On peut également ajouter les dégrèvements. Hein, les dégrèvements, je dirais, se rapportant, les dégrèvements qui se rapportent à des impôts non déductibles. Ça aussi, ça peut être cité comme exemple de produits non imposables. Alors, qu'est-ce qu'on entend par dégrèvement? Alors, le dégrèvement, un dégrèvement fiscal, c'est juste une réduction d'impôt, si vous voulez, ou bien une renonciation de la part de l'administration à demander le paiement d'un impôt donné. Vous savez que comme comme on peut obtenir des remises euh, auprès de certains fournisseurs, on peut également obtenir des dégrèvements auprès de l'administration fiscale. Donc, lorsque on arrive à obtenir une réduction d'impôt, de la part de l'administration fiscale. Et généralement, les dégrèvements ils sont obtenus sur présentation d'un dossier. Lorsque vous arrivez à convaincre, lorsqu'une société arrive à convaincre l'administration qu'il a le droit à un dégrèvement, bien qu'il mérite un dégrèvement pour une raison ou pour une autre. Alors, cette atténuation d'imposition, cette réduction d'impôt que la société va obtenir, c'est comptablement c'est un produit, je dirais exceptionnel parce on ne va pas obtenir des dégrèvements chaque année, mais si on arrive à l'avoir,
on va considérer ça comme étant un produit. Maintenant, est-ce que ce produit est imposable ou non? J'ai dit que il est imposable s'il se rapporte à un impôt déductible et il n'est pas imposable s'il se rapporte à un impôt non déductible. Donc, toujours pour le traitement fiscal des dégrèvements, avant de dire est-ce que le dégrèvement est imposable ou non, il faut répondre à la question est-ce que l'impôt concerné par le dégrèvement est déductible ou non. Donc, c'est-à-dire, parce que, et ça on va le voir après, on verra qu'en matière d'IS, les impôts qu'on paie généralement, ils sont déductibles, sauf l'IS. Donc l'IS lui-même n'est pas déductible. Mais les autres impôts que l'on paie, tels que la taxe professionnelle, tels que la taxe des services communaux, tels que bon, les autres impôts que supporte l'entreprise, en principe, ils sont déductibles. Et donc, à partir de là, on va dire que si l'impôt concerné par le dégrèvement est déductible, alors ce dégrèvement est imposable. Si l'impôt concerné par le dégrèvement n'est pas déductible, alors le dégrèvement n'est pas imposable. Donc c'est pourquoi j'ai écrit ici des dégrèvements se rapportant aux impôts non déductibles. Voilà, donc je crois que c'est l'essentiel. Je peux peut-être rajouter aussi les reprises, hein, les reprises sur provision, je dirais non déductibles, hein, par exemple. Donc, ça aussi, peut-être on en parlera au niveau des charges. Les provisions pour dépréciation, bien les provisions pour charges, bien les provisions pour risque, comptablement, ce sont des charges. Parfois, ils sont déductibles, parfois non. On verra après quelles sont les conditions de déductibilité des provisions. Mais si on est en présence d'une provision non déductible, une provision qui n'a pas été déduite en tant que charge, lorsqu'on va l'annuler par une reprise, nous savons très bien que les reprises, ce sont des comptes de produits, ce sont des comptes de la classe 7. Donc, quand je vais reprendre une provision, quand je vais annuler, si vous voulez, une provision par une écriture de reprise, donc comptablement c'est un produit, cette reprise c'est un produit, est-ce qu'il est imposable ou non? Ben là, il faut voir d'abord la provision. Si la provision a été déduite, alors sa reprise elle est imposable. Mais si la provision n'a pas été déduite, en principe, la reprise n'est pas imposable. Donc, c'est pourquoi j'ai écrit ici les reprises sur provision non déductible. D'accord? Et donc, voilà, d'une manière générale, et sans vraiment rentrer dans le détail, euh, l'essentiel, je dirais, des précisions qu'il faut faire en matière d'analyse fiscale des produits. Et donc, nous allons essayer, je dirais, d'illustrer ce point-là, ce petit paragraphe concernant les produits, par le cas que contient le support que j'ai mis à votre disposition. Voilà, donc vous avez ici le cas d'application numéro 1, la société L3M SA, qui a réalisé au cours de l'exercice 2020, qui coïncide avec l'année civile, un bénéfice comptable avant impôt de 975 000 dirhams. Certains éléments de produits qui ont déjà été comptabilisés et pour lesquels le comptable éprouve quelques hésitations au niveau du traitement fiscal sont soumis à votre appréciation. Et donc, vous êtes habilité à opérer tous les redressements nécessaires afin de déterminer le résultat fiscal et de calculer l'IS correspondant. Très bien. Donc, nous allons faire quoi? Nous allons, donc le travail à faire, ça consiste à dresser le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal pour déterminer le montant de l'IS à payer au titre de l'exercice 2020. Donc, très bien, donc nous allons dresser, si vous voulez, le tableau. Donc, je mettrai ici cas numéro 1. Donc, je mettrai ici le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal. C'est pourquoi tout à l'heure je vous avais dit que toujours le point de départ, pour avoir le résultat fiscal, toujours le point de départ, c'est le résultat comptable. Donc on est obligé, voilà, regardez là, on est obligé pour avoir le résultat fiscal de partir du résultat comptable qu'on doit corriger
d'une manière extra-comptable, donc duquel on doit retrancher les déductions, à savoir les produits non imposables, et auxquels on doit rajouter la réintégration, à savoir les charges non déductibles. Donc je vais essayer de tracer un tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal. D'accord? Voilà, donc je vais mettre un tableau, voilà, rapidement, comme ça. Voilà. Bon, en principe, je dois mettre trois colonnes, mais je vais ajouter une quatrième colonne quand même pour faire quelques commentaires. Et sinon, en principe, on doit mettre trois colonnes, une colonne pour les éléments, une autre colonne pour les réintégrations, d'accord, pour les réintégrations, hein, et une troisième colonne pour les déductions, d'accord, pour les déductions, voilà. Mais moi, je vais rajouter quand même une autre colonne pour faire quelques petites explications, quelques commentaires supplémentaires pour aider à comprendre le traitement de telle ou telle opération. Bien. Alors, donc, je vais revenir donc à l'énoncé pour reprendre le point de départ qui est le résultat comptable. Alors, le résultat comptable, nous avons dit, donc c'est le bénéfice comptable avant impôt de 975 000. Donc, je vais mettre 975 000 dans la colonne des plus, puisque c'est un bénéfice, hein, et donc c'est notre point de départ. Donc, c'est un résultat comptable de 975 000. Et donc, ce résultat-là, c'est le résultat, je dirais, comptable avant impôt, hein, parce qu'on n'a pas encore déterminé la base de calcul de l'impôt et le montant de l'impôt. Et donc, c'est le résultat comptable avant impôt qui a été dégagé au niveau du CPC. D'accord? Au niveau du CPC. Et donc, je vais passer tout de suite à l'analyse fiscale des produits. Parce que d'ailleurs, ce premier cas, c'est un cas relatif au traitement fiscal des produits. Parce que dans ce cas-là, on ne va pas trouver de charge, on va trouver que les produits. Parce que le but de ce cas-là, c'est de vous permettre de vous familiariser un petit peu avec le travail d'analyse fiscale des produits. Alors, donc, tous les produits que nous avons ici, ce sont des produits qui sont déjà comptabilisés. Donc, il faut bien faire attention à ça. Donc, tous les produits qu'on a ici, ce sont des produits qui sont déjà comptabilisé. D'accord? Donc, un produit est comptabilisé, on va avoir deux situations. Très souvent, on va avoir deux situations. Pour tous les produits, puisqu'ils sont supposés être déjà comptabilisés, on va avoir deux cas de figure, deux scénarios possibles. Soit que le produit comptabilisé est imposable, dans ce cas-là, on ne va rien faire. On ne va ni réintégrer ni déduire, parce que le produit déjà comptabilisé, il est imposable. Et donc, on n'aura pas de rectification à faire au niveau du tableau. Si, par contre, le produit comptabilisé n'est pas imposable, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait pour les produits non imposables? On doit les déduire. Hein, les produits non imposables, voilà, on doit les déduire. Donc, ce qui fait que dans la liste des produits que nous avons ici, à chaque fois qu'on va rencontrer un produit non imposable, on va le déduire, on va l'inscrire dans la colonne des déductions. Et donc, je vais commencer par le premier produit, à savoir euh, vente de marchandises livrées le 30/12/2020, mais non encore facturées à la clôture de l'exercice. La régularisation comptable est déjà réalisée et le montant s'élève à 12 500 dirhams. Donc ici, nous avons une vente qui est déjà livrée, hein, une vente qui est déjà livrée, euh, mais non encore facturée. On n'a pas encore envoyé la facture au client. Mais là, qu'est-ce qu'on a, on a précisé que la régulation comptable est déjà réalisée. Ça veut dire que l'enregistrement comptable a déjà eu lieu. Parce que quand on vend des marchandises à la fin de l'exercice et on n'a pas encore envoyé la facture et on n'a pas encore établi la facture, on doit quand même, dans le cadre des écritures de régularisation, on doit quand même enregistrer l'opération de vente et au lieu de débiter le compte client, on débite le compte client facture à établir. Hein, client facture à établir. Mais qu'est-ce que nous avons dit, nous, sur le plan fiscal? Nous avons dit que fiscalement, ce qui importe, ce n'est pas la facturation, mais c'est la livraison.
hein, fiscalement parlant, il faut toujours faire attention à la livraison. Et donc, du moment que ces marchandises, cette vente-là est déjà livrée, ça y est, donc c'est imposable. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on va mettre ici. Donc, on va mettre ici ventes qui sont livrées, hein, et non encore facturées. Hein, et non encore facturées. Alors, c'est quoi leur traitement fiscal? On va dire tout simplement que ces ventes, d'accord, ces ventes sont imposables. Pourquoi sont-elles imposables? Tout simplement car elles sont livrées. D'accord? Sont déjà livrées, donc on ne va pas se poser de questions. Elles sont imposables. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Réintégration ou déduction? Rien. Ni réintégration, ni déduction. Hein? Parce que je viens de le dire, si un produit comptabilisé est imposable, alors là, on ne va pas rectifier, donc on va laisser donc les deux colonnes tranquille, c'est pas la peine donc de mentionner le montant ni dans la colonne des réintégrations, ni dans la colonne des déductions. Et je passe au deuxième produit que nous avons donc dans l'énoncé, à savoir des ventes de marchandises facturées et non encore livrées à la clôture de l'exercice pour un montant de 120 000 dirhams. Donc là, nous avons le cas inverse. Nous avons le cas de ventes qui sont facturées, mais qui ne sont pas encore livrées. Parfois, ça peut arriver, mais bon, c'est vrai que c'est un cas qui est un peu rare, mais en tout cas, ça peut arriver. Donc, la facture a été déjà envoyée au client, mais on n'a pas encore livré ces marchandises à nos clients. Donc, je vais revenir dans le tableau pour dire, ici, donc, nous avons une vente qui est facturée, mais non encore livrée. Alors, s'agit-il d'un produit imposable? Je crois que vous êtes capable maintenant de me donner la bonne réponse. Bien sûr, qu'est-ce qu'on va dire? Ces ventes ne sont pas imposables et pour les mêmes raisons qu'on vient donc d'évoquer. Donc, cette vente n'est pas imposable, parce qu'on parle d'une vente. Hein. Donc, cette vente n'est pas imposable. Il n'est pas imposable, tout simplement, car elle n'est pas encore livrée. Tout simplement, il n'est pas encore livré. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour les produits qui ne sont pas imposables? On le venons de dire que c'est une vente, c'est un produit qui n'est pas imposable. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les produits non imposables? Je reviens ici. Alors, les produits non imposables, qu'est-ce qu'on fait pour les produits non imposables? Qu'est-ce qu'on fait pour les produits non imposables? On les déduit. On doit déduire donc ce montant-là. Donc, nous devons déduire ce montant. Donc, c'est à déduire. Alors, quel est le montant de cette vente qui n'est pas encore facturée? C'est 120 000 dirhams. Donc, je vais déduire le montant de 120 000 dirhams. Voilà, je vais mettre 120 000 dirhams à ce niveau-là. Voilà. Et je passe au troisième produit. Le troisième produit, c'est avance reçue par chèque des clients pour des commandes non encore livrées pour 80 000 dirhams. On a reçu des avances pour 80 000 dirhams pour des commandes qui ne sont pas encore livrées. Voilà, donc je reviens ici, avance reçue sur commande non encore livrée. Je crois que ici on peut facilement dire que le montant n'est pas imposable et pour deux raisons. Pour deux raisons. D'abord, il y a un argument comptable, c'est que les avances ne sont pas des produits. D'accord? Les avances ne sont pas des produits. Je vais l'écrire. Hein, les avances, comptablement parlant, ce ne sont pas des produits. Donc déjà ici, on peut dire qu'il y a une anomalie comptable parce que on n'aurait pas dû inscrire les avances parmi les produits. Les avances reçues, ce sont des éléments de la classe 4, ce sont des éléments de dette. Hein, donc les avances reçues, ils sont assimilés à des dettes. Et donc là, il y a une anomalie comptable, c'est que ces avances, ils auraient dû être enregistrées parmi les dettes et non pas parmi les produits. D'accord, d'une part. Et d'autre part, il y a un deuxième argument, l'argument fiscal, c'est qu'il n'y a pas encore de livraison. Donc il n'y a pas de livraison. Et donc, de ce fait-là, le montant n'est pas imposable. Donc les avances ne sont pas des produits et la livraison, justement, donc n'a pas encore eu lieu.
Donc, c'est ce qui va expliquer notre. Donc, la livraison n'a pas encore eu lieu. Et donc, de ce fait-là, on peut dire que ce montant n'est pas imposable. Hein. Ce montant n'est pas imposable. Et donc, on doit le déduire aussi, comme ici, on doit déduire le montant de cette avance qui est donc de 80 000 dirhams. Donc, je vais mettre 80 000 dans la colonne des déductions. Et on passe directement au troisième produit. Alors, troisième produit, pardon, le quatrième produit, euh, transport facturé au client au cours de l'exercice. Hein, transport facturé au client. Voilà, quatrième produit, voilà. Transport facturé. Donc, les opérations de transport qui ont été facturées au client, je pense que là, les transports facturés au client, on peut dire que ce sont des produits, ce sont des produits accessoires qui sont imposables. Je crois que là, il n'y a a pas de problème. Donc, on a assuré le transport pour le client, pour les clients, et puis on aura facturé ces services transport. Alors, fiscalement, ce sont des produits accessoires qui sont imposables. Et nous avons dit tout à l'heure que si un produit est comptabilisé en même temps, il est imposable. Donc, il ne faut pas toucher ni la colonne des réintégrations, ni la colonne des déductions. Alors, ensuite, nous avons comme autre produit, le cinquième, les arts perçus à la suite d'une promesse de vente d'un terrain appartenant à la société pour 55 000 dirhams. Voilà, donc le cinquième produit, ce sont des arts. Hein. Donc les arts perçus. Alors, les arts perçus. Alors, les arts c'est une sorte d'avance en quelque sorte, hein, donc on peut les assimiler à ça. Et on parle généralement des arts lorsque il s'agit de promesses de vente de biens immeubles. Bon, pour les ventes de marchandises, on parle des avances tout simplement, mais pour les promesses de vente de biens immeubles, les montants que l'on perçoit de la part de l'acheteur pour montrer son engagement à acheter, donc ça s'appelle des arts. Et bon, fiscalement, les arts ne sont pas imposables, ne sont pas imposables parce qu'ils ont le caractère, ils ont le caractère d'avance. Euh, mais ils peuvent devenir imposables en cas de désistement du client. Si le client, par exemple, nous a donné une somme à titre d'art pour l'acquisition d'un bien immeuble, et on s'est fixé, par exemple, un délai d'un mois pour achever l'opération de vente et donc pour conclure l'opération de vente. Si maintenant, par exemple, après un mois, le client ne veut plus concrétiser, alors là, il peut perdre ce montant avancé au profit de la société qui l'a perçu. Et donc, dans ce cas-là, en cas de désistement du client, et en cas donc de perte de cette somme-là par le client, par l'acheteur, à ce moment-là, les arts ils vont devenir un produit, bien sûr, parce qu'ils vont être définitivement acquis par l'entreprise, et donc ils vont être considérés comme un produit imposable. Mais tant que on n'a pas encore le désistement des clients, on peut dire que ces arts-là, ils ont, je dirais, ils ont le caractère d'avance, hein, ils ont le caractère d'avance, et donc ne sont pas imposables. D'accord. C'est comme une sorte d'avance, et donc ils ne sont pas imposables. Et comme ils ne sont pas imposables, il va falloir bien sûr déduire le montant correspondant. Alors, on a un montant, euh, je dirais, de combien? Un montant des arts de 55 000. Voilà, donc je vais déduire les 55 000 dirhams parce que c'est un montant qui n'est pas imposable tant qu'il n'y a pas eu désistement
du client, ou bien de l'acheteur. Alors, le produit suivant, le produit numéro 6. Le produit numéro 6, c'est quoi? C'est une vente de services maintenance au client TARAS. Le client a réglé par chèque une somme de 6 000 dirhams pour un contrat de maintenance couvrant la période allant du 1er novembre 2020 au 31/10/2021. L'écriture de régulation n'a pas été passée. Voilà, donc là, c'est une vente de services maintenance. Voilà, je vais mettre ici vente de services maintenance. Voilà. D'accord, vente de services maintenance. Alors, est-ce que c'est imposable, pas imposable? Bon, en principe, les ventes de services, ils sont imposables, mais il faut tout simplement respecter le principe d'indépendance des exercices ou bien le principe de spécialisation des exercices. Parce que là, on a comptabilisé en 2020 un service qui va s'étaler du 1/11/2020 au 31/10/2021. Autrement dit, dans ce montant de 6 000, il y a une fraction qui concerne l'exercice 2020, une fraction qui concerne l'exercice 2021. Or, le principe de spécialisation des exercices, ou bien le principe d'indépendance des exercices, veut que il faut déduire la fraction de ce produit qui concerne l'exercice suivant. Hein, on ne va pas imputer à l'exercice 2020 un produit qui ne le concerne pas. Et donc, si on laisse les choses comme ça, si on n'a pas régularisé, c'est que l'exercice 2020 va, si vous voulez, se faire imputer un produit qui ne le concerne pas, ce qui n'est pas normal. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit corriger. Donc, on doit prendre la fraction de ce produit-là qui concerne l'exercice 2021 et on va la déduire. On va déduire cette fraction parce que ça ne concerne pas l'exercice 2020. Donc, déjà, le résultat comptable de 2020, il a été augmenté de 6 000 puisque ça a été enregistré en tant que produit. Nous, ici, on doit corriger. Donc, on doit soustraire la fraction de ce produit qui concerne 2021. Et c'est quoi cette fraction-là? C'est en fait les 10 douzièmes. Parce que vous pouvez bien remarquer ici quand du 1/11/2020 au 31/12/2020, il y a 2 mois. Il y a le mois 11 et le mois 12. Donc il y a 2 sur 12 qui concernent 2020. Et du 1er janvier au 31 octobre 2021, ça fait donc 10 mois. Donc il y a 10 douzièmes, les 10 douzièmes de ce montant-là, ça concerne l'exercice 2021. Donc c'est pourquoi ici, je vais mettre en vertu du principe, d'accord, en vertu du principe d'indépendance ou bien de spécialisation des exercices, d'accord, en vertu du principe de spécialisation des exercices, il faut bien sûr déduire la fraction de ce produit, je dirais, qui concerne l'exercice 2021. Et cette fraction-là, c'est donc 6 000 dirhams multiplié par 10 douzièmes. Alors 6 000 dirhams multiplié par 10 douzièmes, ça va nous donner donc voilà, ça donne 5 000 dirhams. Donc 5 000 dirhams, ça c'est un montant qui ne concerne pas l'exercice 2020, mais qui concerne l'exercice 2021. Donc on va le retrancher ici. Donc je vais mettre ça dans la colonne des déductions. D'accord? Dans la colonne des déductions. Alors quoi encore? Nous avons comme autre produit une subvention d'exploitation reçue d'un montant de 105 000 dirhams. Alors, subvention d'exploitation, donc c'est le 7e produit. Subvention d'exploitation reçue. Alors, les subventions d'exploitation, généralement, ce sont des subventions qu'une entité donnée peut recevoir, soit parce qu'il pratique des prix qui sont réglementés, donc il n'est pas libre de fixer ses prix de vente comme il veut,
ou bien parce que tout simplement euh, c'est l'entreprise opère dans un secteur qui est jugé comme étant un secteur prioritaire et que l'État veut soutenir à travers l'octroi de ces subventions d'exploitation. Mais quoi qu'il en soit, les subventions d'exploitation reçues, et généralement, ils sont imposables. Pourquoi? Parce que ils sont assimilés à un complément de prix. Parce que si j'ai un produit que je dois vendre à 100 dirhams, mais que je ne vends que à 70 dirhams, par exemple, je suis obligé donc de plafonner le prix à 70 dirhams parce que ce prix il est réglementé et que l'État, par exemple, m'accorde 40 dirhams de subvention. Alors, les 40 dirhams de subvention, vont être considérés comme un produit imposable. Pourquoi? Parce que comme l'État va m'imposer sur le prix, ben, il va m'imposer sur le prix dans toutes ses composantes, dans le prix que j'ai pratiqué, mais aussi il va m'imposer sur le complément de prix que je vais obtenir de la part de l'État et qui prend la forme d'une subvention. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais me permettre d'écrire les subventions d'exploitation reçues. On peut les assimiler, si vous voulez, à un complément de prix de vente, hein, un complément de prix de vente, euh, d'accord, et sont donc imposables. Donc, il ne faut pas s'étonner de voir l'État accorder d'une main la subvention et reprendre de l'autre main l'impôt correspondant. Donc, puisque c'est imposable, donc il n'y aura pas de rectification, ni en plus, ni en moins. Voilà, alors ce n'est pas tout. On a encore quelques produits à voir. Alors, je vais passer au huitième produit que nous avons dans ce premier cas. Alors, le produit numéro 1, c'est, alors justement, ce sont des dividendes encaissés pour un montant de 12 000 dirhams. Je crois qu'on en avait parlé tout à l'heure pour les dividendes encaissés. Euh, donc, nous avons dit que les dividendes, ce sont quoi? Ce sont des produits de participation, hein. Donc, ce sont des produits de participation qui ne sont pas, bien sûr, imposables entre les mains de la société bénéficiaire, hein, de la société bénéficiaire de ces dividendes. D'accord, donc, on va pas, la société distributrice a déjà payé l'impôt sur le résultat et a procédé par la suite à la distribution de dividendes. Donc, lorsque ces dividendes vont atterrir, si vous voulez, entre les mains de la société bénéficiaire, on ne va pas les imposer une deuxième fois. Et donc, c'est pourquoi je dis que ça, c'est parmi les rares exemples de produits non imposables. Et donc, en tant que produit non imposable, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déduire le montant correspondant. Donc, on va déduire, encore une fois, le montant des dividendes et qui est égal à combien? À 12 000 dirhams. Voilà, donc 12 000 dirhams, c'est à déduire. Alors, je passe à la opération. Neuvième opération, qu'est-ce qu'on a? On a des jetons de présence reçus. Alors, jetons de présence reçus. Alors, les jetons de présence, c'est en quelque sorte une rémunération dédiée spécialement aux administrateurs ou bien aux membres du conseil d'administration d'une société. Et les jetons de présence, vous pouvez les trouver dans les charges comme vous pouvez les trouver dans les produits. Parce que lorsque la société paye des jetons de présence, ce sont des charges. Et lorsque la société reçoit des jetons de présence, ce sont des produits. Il faut rappeler ici qu'une société peut être membre de conseil d'administration d'une autre société. Et à ce titre-là, il peut toucher des jetons de présence. Donc, je dis que c'est une rémunération spéciale accordée aux administrateurs des sociétés. Et lorsque ces jetons de présence sont payés par la société, ils sont considérés comme des charges qui sont déductibles. Lorsqu'ils sont reçus, ils sont considérés donc par analogie comme étant des produits qui sont imposables. Donc, je vais
mettre ici, ce sont des produits qui sont bien sûr imposables normalement. Donc, ce sont des produits d'exploitation qui sont imposables. Des produits d'exploitation qui sont imposables normalement. Voilà, et donc je vais, euh, je vais rien faire en tout cas, je ne vais pas ni réintégrer ni déduire le montant correspondant. Et puis j'arrive à la opération, dixième opération de produit. Alors, dixième opération, ça concerne des intérêts créditeurs afférents à un dépôt à terme d'un montant de 40 000 dirhams. Alors là, il faut faire un petit peu attention à ce genre d'opération, intérêt créditeur afférent à un dépôt à terme d'un montant net de 40 000 dirhams. Donc, je vais mettre ici intérêt net, et j'insiste beaucoup sur le terme net, parce que les intérêts, d'abord il faut rappeler qu'un dépôt à terme, c'est un dépôt générateur d'intérêt. Donc on parle de dépôt à terme lorsque la société bloque son argent dans un compte bancaire pendant une certaine période, une année et demie, 2 ans, etc. Et en retour, la banque va payer des intérêts à la société. Est-ce que ces intérêts sont imposables ou non? La réponse est oui. La réponse est oui, mais il faut quand même nuancer. Parce que, en principe, les intérêts générés par un dépôt à terme d'une société donnée, ce sont des produits financiers qui sont imposables pour leur montant brut. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la loi. C'est au niveau de la loi, on fait cette précision. Donc, le montant imposable, c'est le montant brut. Et donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention, parce que ce qu'il faut savoir ici, c'est que lorsque ces intérêts sont générés par un compte bancaire, la banque va prélever, d'abord avant de distribuer, il va prélever un impôt par voie de retenue à la source au taux de 20%, hein, puisque donc, le client c'est une société, euh, donc la banque va prélever 20% et va distribuer les 80% qui restent. Hein, va distribuer donc les 80%, c'est ça le montant net. Mais le montant brut, c'est un montant qui doit inclure même les 20% prélevés par la banque en tant qu'impôt retenu à la source, donc impôt sur ce genre de revenus. Donc ces produits d'intérêt, ces produits financiers. Donc je vais commencer par faire cette précision selon laquelle les intérêts, euh, je dirais, du dépôt à terme sont imposables, voilà, pour leur montant brut. Or, le montant comptabilisé, d'après l'énoncé, c'est quoi? Voilà, je vais encore une fois revenir à l'énoncé qui dit que les intérêts créditeurs afférents à un dépôt à terme d'un montant net. Donc, le montant comptabilisé, c'est le net. D'accord? Le montant comptabilisé, c'est le net. Et le net, rappelons, c'est 80% du brut. Hein, c'est seulement 80% du brut. Et donc, la société, il aurait dû déclarer, ouais, il doit déclarer le brut, il doit être imposé sur le brut. Euh, donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? On doit tout simplement, je dirais, réintégrer, il faut réintégrer, je dirais, le montant de la retenue à la source, le montant qui a été prélevé, parce que ce qui est comptabilisé, c'est les 80%, les 20% qui ont été retenus par la banque, il faut les réintégrer. Pourquoi? De façon à ce que le montant global déclaré soit égal au montant brut. 80%, ça a été comptabilisé déjà, et on va ici réintégrer 20%, ça fait 100%. Pourquoi 100%? Parce que je viens de le dire ici, les intérêts du dépôt à terme doivent être imposables pour leur montant brut. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire ici?
on doit calculer le montant de la retenue à la source, donc les 20%, et les réintégrer de façon à ce que le net qui représente 80% plus les 20% qu'on va réintégrer, donc ça va faire 100%. Bien, mais là, il faut faire attention parce que pour avoir la retenue à la source, il faut d'abord avoir le brut, le montant brut, et après, on va multiplier le montant brut par 20% pour avoir le montant de la retenue à la source. Donc, le montant brut, comment est-ce qu'on va l'avoir? Alors, du moment que le montant net est égal à 80% fois le brut, on peut dire que le brut est égal à quoi? C'est le net divisé par 80%. Autrement dit, dans notre exemple, le net, c'est combien? C'est 40 000. Donc, 40 000 divisé par 80%. Alors, 40 000 divisé par 80%, ça va nous donner combien là? Ça va nous donner donc 50 000. Voilà. J'ai un petit peu, alors j'ai un petit peu le tableau. Donc, le brut, c'est 50 000. Et donc, la retenue à la source, c'est 20% du brut. Donc, 20% de 50 000. 20% de 50 000, ça va faire 10 000, je crois. Voilà. Principe. Voilà, ça fait 10 000. Donc, je vais réintégrer les 10 000 ici. Hein. Comme ça, on aura enregistré 40 000 en comptabilité et on a réintégré 10 000 dans le tableau. Ça fait au total 50 000. Donc, ça fait au total le montant brut qu'il faut déclarer et qu'il faut imposer pour ces intérêts relatifs au dépôt à terme. Mais il faut quand même rappeler que cette retenue à la source, il va constituer un crédit, un crédit d'impôt à déduire de l'IS, hein, à déduire, je dirais, de l'IS ou bien de la cotisation minimale. Ça dépend en tout cas. Donc, est-ce que c'est l'IS qui sera plus élevé ou bien est-ce que c'est la CM qui sera plus élevée? Mais en tout cas, c'est un crédit d'impôt à déduire de l'IS ou bien de la cotisation minimale à la fin. Pourquoi? Pour éviter la double imposition. Parce que là, on peut facilement remarquer que la banque a déjà prélevé 20% et puis on va déclarer une deuxième fois ses intérêts dans ce tableau de passage, ben, ça va faire deux fois l'impôt. Donc c'est une double imposition. Alors pour éviter cette double imposition, la société aura le droit à la fin, quand il aura calculé son IS ou bien sa cotisation minimale, il aura le droit de déduire le montant de la retenue à la source qui a été prélevée par la banque pour tout simplement éviter la double imposition. Et je crois que c'est le dernier produit que nous avons voilà, dans ce cas. Voilà, le grand 2, c'est juste les charges comptabilisées et non déductibles fiscalement qui s'élèvent à 425 000. Donc, je vais terminer justement par ça dans le tableau. Je vais indiquer donc dans un grand 2 les charges, je dirais, qui ne sont pas déductibles et les charges non déductibles, où est-ce qu'il faut les placer, où est-ce qu'il faut placer les charges non déductibles. Nous avons dit tout à l'heure qu'il faut réintégrer les charges non déductibles. Voilà, je reviens encore une fois. Les charges non déductibles, il faut les réintégrer. Hein. Résultat comptable, résultat fiscal, c'est résultat comptable moins produit imposable plus les charges non déductibles. Donc toujours les charges non déductibles, on doit les réintégrer. Donc c'est pourquoi je vais placer dans la colonne des réintégrations, je vais placer le montant des charges non déductibles. Donc je vais placer le montant ici. Alors le montant, il est de combien? Les charges non déductibles, il est de 425 900. Donc voilà, 425 900. Je vais placer ce montant ici et c'est ce qui va me permettre de calculer le total des deux colonnes, hein, le total des deux colonnes des réintégrations et de déduction. Donc je vais mettre ici égal à la somme des réintégrations. Voilà, je reviens ici. On n'a pas eu beaucoup de réintégration, c'est normal parce qu'on est en train de traiter des produits surtout, on va les retrouver dans les déductions. Voilà le total des réintégrations. La même chose, je vais faire le total des déductions, voilà ce que ça donne. Alors maintenant, comment peut-on déterminer le résultat fiscal? Le résultat fiscal, c'est quoi?
C'est le résultat comptable plus les réintégrations, hein, plus les réintégrations, moins les déductions. Ce qu'on l'avait dit tout à l'heure. Maintenant, on va le chiffrer. Alors, résultat comptable, c'est 975 000. Voilà tout ça, tous les éléments qu'on va trouver, tous les chiffres qu'on va trouver dans cette colonne, ce sont les réintégrations. Donc, résultat comptable plus réintégration, ça fait 1 410 900, moins les déductions. Alors, les déductions, c'est le total de la deuxième colonne, donc moins 272 000. Alors, ça va donner combien? Donc, c'est ça notre résultat fiscal. Donc, c'est 1 410 900 moins 272 000, ça fait 1 138 900. Donc, c'est ça notre résultat fiscal. Et donc, qui va nous permettre de déterminer le montant de l'IS. Alors, le montant de l'IS, il est égal à combien? Alors, l'IS, ça va être égal à 1 138 900 multiplié par le taux du barème. Et donc, dans le support, vous avez le taux du barème. Et dans ce barème-là, vous allez remarquer que pour les résultats qui sont généralement inférieurs à 300 000, on va appliquer le taux de 10%. Pour le résultat qui est compris entre 300 000 et 1 million, le taux c'est 20%. Et pour le résultat qui est supérieur à 1 million, on applique le taux de 31%. Et donc, vous avez toujours une colonne de somme à déduire. Donc, je vais revenir au support encore une fois pour vous montrer le barème. Voilà, je crois que le barème, vous allez pouvoir le retrouver à ce niveau-là. Voilà, il est là, le barème. Voilà, il est ici. Donc, vous voyez bien que de 300 000, le taux de l'IS, c'est 10%, et la somme à déduire, c'est 0. Si le résultat fiscal est compris entre 300 000, 1 dirham et 1 million, le taux, c'est 20%, et la somme à déduire, c'est 30 000 dirhams. Et enfin, si le résultat est supérieur à 1 million de dirhams, le taux, c'est 31%, et la somme à déduire, c'est 140 000. En fait, cette colonne des sommes à déduire, c'est juste pour aller plus vite. Parce que si on ne veut pas appliquer le principe de la somme à déduire, on peut prendre un résultat et le décomposer. Par exemple, appliquer 10% à la première tranche, qui va de 0 à 300 000, donc 300 000 dirhams, 10%. La deuxième tranche allant de 300 000 à 1 million, c'est-à-dire 700 000, on lui applique le taux de 20%. Et enfin, ce qui est supérieur à 1 million, on applique le taux de 31%. Mais si on veut faire le calcul plus vite, il suffit de prendre le résultat, de voir dans quelle tranche il se situe, et puis appliquer le taux de la tranche et déduire le montant correspondant. Donc pour nous, nous avons un résultat qui est supérieur à 1 million, donc nous allons appliquer le taux de 31% et nous allons déduire le montant de 140 000 dirhams. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire ici. Donc c'est 1 138 900 multiplié par 31% moins la somme à déduire qui est de 140 000 dirhams. Voilà. Donc, le montant de l'IS, ça va être ça. Voilà. Donc, alors, ça va donner un montant de combien? De 213 059. Voilà. Donc, 213 059 comme impôt sur les sociétés. Et comme tout à l'heure, j'ai dit que cette retenue à la source qui est de 10 000 dirhams représente un crédit d'impôt. Donc, je peux ici déduire le montant de la retenue à la source. Hein, je peux déduire le montant de la retenue à la source déjà prévu par la banque, qui est de 10 000. Voilà, ce montant-là, je vais le considérer comme un crédit d'impôt. Et donc, on peut dire que l'IS restant, si vous voulez, exigible, au titre de l'année, au titre de l'exercice 2020, c'est donc 213 059 moins 10 000, ça fait donc 203 059. Voilà donc pour ce qui est de ce cas concernant le traitement fiscal des produits. Donc j'espère que maintenant vous avez une idée très claire sur, je dirais, la logique de construction d'un tableau de passage de résultats comptables
au résultat fiscal. Alors, lors d'une prochaine séance, nous allons discuter le traitement fiscal des charges et nous allons également essayer d'illustrer par un autre cas qui sera consacré essentiellement aux charges pour voir justement quelles sont les charges qui sont généralement considérées comme déductibles et quelles sont les charges qui ne sont pas déductibles. Donc, mon intervention touche à sa fin. Je vous remercie et à très bientôt.